Nous accueillons donc Jérémy Toubiana. Jérémy Toubiana, vous faites partie de Pinelock Investment et d'une famille donc qui est installée à Orlando depuis quelques décennies et qui est spécialisée donc dans l'investissement immobilier. Alors, on vient d'entendre Frédéric Bajol. Bon, il a énuméré effectivement des secteurs fort intéressants. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à Orlando, en fait, il y a peut-être un business plus B2B à développer plutôt que B2C comme à Miami, ou est-ce que c'est en train d'évoluer? C'est en train d'évoluer, hein. Comme je le disais tout à l'heure, les gens qui viennent s'installer à Orlando, maintenant, ils restent plus longtemps. Donc, il y a vraiment cette base consommateur qui est en train de se créer. C'est vrai qu'avant, il y a un pouvoir d'achat qui est en train de s'élever. UCF a un énorme programme, donc l'université a un énorme programme avec la ville et le comté pour essayer de faire monter un petit peu les salaires minimums de façon à ce qu'il y ait un pouvoir d'achat un petit peu plus important. Donc, il y a un B2C, donc un business to consumer qui est en train de se créer par rapport au B2C qui a toujours été traditionnel à Orlando. Alors, parlons d'immobilier d'entreprise, parlons de terrain, parce que justement, il y a un autre atout à Orlando, je crois, c'est la taille des terrains disponibles et leur coût. Oui, tout à fait. En fait, notre société, donc, quand elle s'est installée, c'était à la base sur des terrains et notamment sur les orangeraies, puisqu'il faut savoir qu'il y a une trentaine d'années, quand Pinelock a commencé, le terrain était, Orlando était essentiellement agricole, avec beaucoup notamment de terrains d'orangeraies, pamplemousse, sur lesquels la société s'est développée. Et effectivement, pourquoi le terrain est plus intéressant à Orlando que partout ailleurs, c'est parce qu'il s'agit justement d'une ville qui n'est pas en bord de mer, donc qui peut se développer à 360 degrés et où le foncier est moins cher. Donc, et il y a encore beaucoup de place, il y a encore beaucoup de terrain et beaucoup de perspectives de développement. On a parlé du médical tout à l'heure et de nombreux secteurs économiques. Les sociétés choisissent Orlando parce que le foncier est moins cher, parce que la main-d'œuvre est qualifiée, parce qu'elle est moins chère aussi, et le coût d'installation est moindre. Donc, il faut savoir aussi que même l'impôt foncier à Orlando est moins important que dans d'autres régions de Floride et même des États-Unis. Il est de combien à peu près? Il est d'environ 1,5%. Ce qui est moins qu'à Miami, par exemple, où c'est 2,5%. Où on est exactement au-delà de 2%, tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce que vous voyez arriver en ce moment des entreprises françaises qui achètent des terrains pour y construire peut-être des usines plutôt que des orangerais, puisque visiblement les terrains cultivables maintenant, il n'y en a plus beaucoup? Alors, il y a toujours une grande clientèle de personnes qui viennent pour acquérir des orangeraies ou terrains agricoles. Oui, toujours. Ça s'est toujours maintenu, puisque l'orange a toujours cette très belle réputation en Floride, et particulièrement dans la région de Floride centrale, Orlando, pour la qualité de son jus et puis pour son rayonnement vraiment international. Et également, effectivement, de grands projets. On a de nombreux exemples depuis 30 ans de personnes qui sont développées dans l'industrie, dans les technologies, des Français qui sont venus, et comme on le disait au départ, ce sont souvent des personnes qui viennent, qui s'installent et qui vraiment embrassent la culture américaine et qui viennent effectivement pour longtemps. C'est très drôle parce que tous les gens à qui j'ai parlé de Orlando parlent de la ville en disant nous avons fait ceci, nous avons fait cela par rapport à l'amélioration donc de la ville, ce qui n'est pas le cas à Miami, où à Miami on dit ils ont fait ceci, ils ont fait cela, la mairie, les Américains, effectivement les Français qui vivent à Orlando semblent s'être appropriés leur ville. Oui, ils font partie de la communauté, ils le savent et ils en sont fiers. Nous sommes de retour sur le plateau des 24 heures chrono pour cette émission consacrée à Orlando. Michael Audebert à mes côtés, présidente du MBA Orlando, qui est en fait une chambre de commerce. Oui. Et Jérémy Toubiana de Pinelock Investments Real Estate, immobilier d'entreprise, immobilier de particulier. On est ensemble pour parler de la vie au quotidien et avant tout, on va parler du climat. Parce qu'à Orlando, il y a un climat qui est fantastique, semble-t-il. Et on va écouter Véronique Salin, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui nous a parlé du pamplemousse, nous parler du climat d'Orlando. Que dire au sujet du climat d'Orlando ? Le climat, c'est le rêve. Je dois dire que pour moi, qui ai été élevée dans la région parisienne, je n'ai plus jamais à me demander chaque matin, aller courir à ma fenêtre pour voir quel temps il fait et me demander s'il va pleuvoir, s'il va faire beau. Il fait toujours beau. Il fait vraiment toujours beau à Orlando. L'hiver, le climat est sec et limpide. Il fait toujours du soleil. L'été est peut-être le moment le moins agréable parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Mais en fait, il n'y a pas tellement de problèmes. Il y a de l'air conditionné partout, dans les voitures, dans les maisons.
Ah, j'ai senti, Michael, que vous aviez envie de réagir. Oui. Faisons pas de publicité mensongère quand même. C'est vrai que le temps est magnifique. On a quand même une saison des pluies qui est quand même assez importante, qui va de juin à novembre. Et récemment, j'ai l'impression que la saison des pluies elle continue, puisque je suis parti d'Orlando et malgré 2 jours d'hiver à peu près 5 degrés, on prend de la pluie pratiquement tous les jours en ce moment. Là, c'est à cause du froid dans le nord. Ça doit être ça, oui. Oui, alors, il y a une vraie différence aussi quand même au sein même de la Floride de climat. C'est-à-dire qu'à Orlando, on est en Floride centrale et donc le climat sera quand même beaucoup moins, on va dire, extrême et lourd qu'en Floride du Sud, à Miami. C'est-à-dire qu'on est dans un climat subtropical. On parlait d'orangerie et de pamplemousse tout à l'heure. C'est aussi pour ça que l'agriculture est présente en Floride centrale et pas dans le sud. C'est le verger, d'ailleurs, de la Floride, cette région de... Tout à fait. Car le climat est beaucoup plus favorable puisque moins d'humidité. L'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 des fruits et c'est pour ça aussi que les terrains sont situés et un climat d'autant plus formidable qu'il y a un impact au niveau des ouragans. C'est donc une zone non-hurricane, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire que le centre de la Floride, une fois que les ouragans ont touché finalement les côtes, y compris Miami, une fois que vous avez tout pris, quand ça arrive... maintenant ça monte. Voilà, quand ça arrive sur Orlando, c'est plus qu'un catégorie 1 ou 2, ce sont des vents assez forts, quand même pas mal de pluie, donc les inondations en général, c'est ce qu'il y a de plus à redouter. Mais bon, vous êtes loin quand même. Et pas que ça, surtout Orlando est en hauteur, alors ça culmine à, je sais pas, 100 mètres. À 100 mètres, mais du coup c'est énorme, effectivement. Pour les inondations, effectivement, du coup, on n'est pas touché. Et donc, on est bien dans une zone non cyclonique. Très beau climat, pas d'ouragan, enfin, pas ou peu. Le risque est quasi inexistant. Ouais. Voilà. Et ensuite, alors, encore un autre atout, c'est le coût de la vie et notamment le coût de l'immobilier que Jimmy Benodis a évoqué rapidement. Alors, bon, déjà, l'assurance anti-ouragan est beaucoup moins chère qu'ailleurs. Oui, du fait qu'on soit dans une zone non cyclonique, vous allez pouvoir aujourd'hui assurer une maison de $200 000 ou $250 000 pour $500 ou $600 à l'année. Si on regarde et si on compare effectivement avec la Floride du Sud, Miami, ça sera le triple, c'est plusieurs milliers de dollars. Pour les raisons qu'on évoquait, on est dans une zone cyclonique à Miami. Dans quelle zone de prix on est à Orlando et pour quel type de résidence ? Vous êtes locataire ou vous avez acheté? J'étais propriétaire, je suis locataire maintenant, oui. Ah, vous nous expliquez? Oui. Alors aujourd'hui, à Orlando, donc, comme on le disait, c'est des familles essentiellement qui viennent habiter la région. Donc vous aurez surtout des villas, à 80%, des villas situées dans des communautés et qui font généralement 150, 200 mètres carrés, c'est en moyenne ce qu'on a, pour des prix commençant dans du neuf à $150 000. Vous pouvez avoir une très belle maison de 3 chambres, 2 salles de bain, du double garage, un terrain autour. Ça sera à peu près dans cette zone de prix-là qu'on commencera. Et quand on veut une maison avec un grand terrain, par exemple, avec des chevaux, je ne sais pas. Alors, il en existe également. Donc, vous pouvez avoir des terrains avec plusieurs hectares et une maison. C'est généralement des farms. Enfin, c'est-à-dire que souvent, comme vous des avez ranchs, un peu comme des ranchs, exactement. On s'appelle ça des ranchs ou des ranchettes quand on est sur des oui, parce qu'on n'est pas loin de cette Ocala, qui est la cité du cheval en Floride. Oui. Tout à fait. Donc à un ranch, par exemple. Voilà, avec une orangerie, vous pouvez aujourd'hui... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près $1 000 du mètre carré pour une villa, ou un peu plus, à Orlando, bien sûr. Donc, dans du neuf, ce qui permet effectivement d'aller sur des grandes surfaces et surtout adapté aux familles qui s'y installent. Oui, parce que finalement, ce qui est assez frustrant aux États-Unis, c'est quand il n'y a pas cette notion de grand terrain. C'est un peu ça qu'on cherche. Et donc, et là, on atteint des tarifs quand même, j'imagine, plus conséquents. C'est dans les 300 000, 400 000, un ranch, par exemple. Alors, ça dépendra vraiment, encore une fois, de la taille du terrain, la taille du ranch. Un petit ranch, alors. Vous savez, avec des poneys. Là, savoir combien il y a de poneys sur le terrain. Non, donc ça peut être très variable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, encore une fois, du fait d'un foncier très, très bas, on peut aujourd'hui avoir des grandes surfaces à Orlando et la ville se développe. Donc, Alors, Michael, vous étiez propriétaire et maintenant vous êtes redevenu locataire. Il y a eu la petite crise de 2008. Donc, nous, on a pas mal quand même de membres qui sont
sont agents immobiliers. Je sais que le centre d'Orlando, il n'y a plus rien à vendre. Je veux dire, c'est très dur. C'est-à-dire que vous avez une maison qui se met sur le marché, vous avez 4 offres et c'est la bataille des offres. Donc les prix remontent et sont remontés très rapidement. Après une crise quand même qui a touché la Floride, mais pas autant que ce qu'on a pu l'entendre quand même. Je pense que Miami a été touché beaucoup plus qu'Orlando en lui-même. Mais les prix de location sont assez raisonnables. Je veux dire, le centre d'Orlando est en train de se développer avec des high-rise. Vous n'avez plus la property tax, vous n'avez plus tout ça, donc parfois c'est vrai il y a une property tax qui est très basse quand même sur Orlando, mais justement... Elle est de combien? 1,5. Ah, encore une fois plus basse qu'à Miami, ouais. Décidément. Ah oui, mais on a tous les avantages. Vous revenez à Miami, vous déménagez. J'ai l'impression. Et même l'ambiance. L'ambiance a l'air très sympa. On va écouter Sophie Sakajou, qui est directrice générale de 12 France Bakery. Là encore, une famille qui est là-bas depuis une vingtaine d'années. Et ils sont dans la boulange industrielle. On va l'écouter tout de suite nous parler de la vie qu'on mène quand on réside à Orlando. Ici, la vie est très agréable, saine et pure, surtout avec tous ces espaces verts. C'est aussi une ville très familiale et sportive où vous pouvez exercer tous les sports et activités d'extérieur à longueur d'année grâce à un superbe climat. Les centaines de lacs dans la région aussi nous donnent des superbes week-ends. Ça a l'air d'être le paradis quand même, Michael. C'est le paradis, il n'y a plus rien à dire. Là, vous avez vu, elle a un cheval. Ah oui, elle a un cheval, elle a pas de Elle a un petit ranch. Elle a un petit ranch. Et alors, comment ça se passe, effectivement, la vie, l'ambiance? On s'amuse à Orlando? On s'amuse énormément. C'est vrai que les parcs d'attractions, évidemment, créent du divertissement en lui-même. J'imagine que vous n'y allez plus dans les parcs. Si, j'ai un pass annuel quand même. Ah oui, parce que les parcs d'attractions, quand même, étaient très intelligents. Ils n'ont pas créé que le parc, ils ont créé tout ce qui vient avec. Donc, les restaurants, les centres de divertissement, les cinémas maintenant qui offrent même donc les dîners alors que vous regardez le film. Donc, ils sont allés beaucoup plus loin que finalement toucher juste les touristes. Ils ont créé vraiment... Ça, c'est la vie urbaine alors. C'est la vie urbaine, tout à fait. Maintenant, si vous sortez un petit peu d'Orlando, vous avez quand même les springs, comment on appelle ça, les sources naturelles, qui sont à 72 degrés. Ça fait combien en Celsius? Je ne sais pas trop. 72 degrés, ça fait dans les 20, c'est raisonnable. 22, 23. Que ce soit en hiver ou en été, vous y allez. Donc, vous avez pas mal de sources d'eau. Et on va se baigner dedans. On va se baigner dedans, tout à fait. On n'a pas peur des alligators. Oui, parce qu'il y a... Alors, oui, quand même. Faut pas les oublier, les alligators. Il y en a quand même pas mal dans la région d'Orlando. On les mange aussi, oui. Oui, la blanquette d'alligator, c'est très bon, c'est vrai. Le risque, c'est vrai. Il y a d'ailleurs une attaque tous les, je ne sais pas combien d'années. Donc, parce qu'effectivement, c'est une région, Orlando, de lacs. Pas mal, ouais. C'est vraiment une région où il y a beaucoup de lacs, des lacs navigables, de la pêche, beaucoup de sports nautiques. Nous, d'ailleurs, on fait beaucoup d'immobilier directement sur des lacs navigables où les gens ont leur maison sur un lac, ils ont leur bateau au bout du jardin. Et c'est loin de Orlando, ça? C'est à Orlando, même. Ah, carrément. Tout à fait. Vous pouvez, par la chaîne des lacs, aller jusqu'à l'océan. Enfin, donc, il y a c'est vrai, une nature aussi qui est très développée. C'est-à-dire que c'est une ville qui est relativement nouvelle. C'est-à-dire qu'elle a vraiment pris son essor dans les années 70. Mais c'est quand même une ville faite pour les familles. Tout à fait. Quand on est célibataire... On a quand même des célibataires. Oui. On a quand même pas mal. Non, et puis il y a un centre très actif. Une vie nocturne, il y a des ballets, il y a énormément de choses pour le soir, pour les sorties, les restaurants d'Ardennes. On a une vie culturelle qui se développe énormément. On a quand même pas mal d'infrastructures qui sont en train de se construire. J'aime bien vous le rappeler, mais on a quand même la seule équipe de football en Floride, puisque vous l'avez perdu. Voilà. Donc il y a aussi il y a le basketball. Enfin, il y a pas mal de choses à faire à Orlando pour un célibataire autant que pour une très famille, sécure comme ville. Très sécure. Comment on appelle ça, le taux de crime est vraiment très bas. Et jeunes aussi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'âge de la population, mais je crois que c'est 37 ans. Le consul a dit qu'effectivement la population, enfin des Français étaient jeunes. La moyenne d'âge est d'environ 37 ans, donc on est vraiment dans une population très jeune, une ville jeune, oui. D'accord. On vient d'évoquer donc le fait que ce soit une vie de famille ou pas. Parlons des familles et parlons justement d'un sujet à propos des visas américains. Quel sort est réservé aux familles accompagnantes? Et on va écouter à ce titre Delphine Martin, qui est dans le cabinet Carl Waid. Pour ce qui est des familles qui souhaitent accompagner les personnes qui veulent exercer une activité, pour ce qui est des visiteurs d'affaires, là, les familles n'obtiennent pas de statut particulier et soit voyageront pour des courts séjours sous un statut touriste, ou alors pour des séjours plus longs, supérieurs à 6 mois, feront une demande de visa B2 auprès des autorités consulaires.
Pour les familles des investisseurs, donc des personnes sous statut E2, une demande de visa est effectuée en même temps que le principal. Ils obtiennent un visa E2 également en tant que famille accompagnante qui autorise la personne à demander une autorisation de travail si elle souhaite exercer une activité sur le territoire américain. Enfin, pour les familles des travailleurs bénéficiant d'un statut L1, pour les transferts intragroupes, là aussi, les personnes obtiennent un visa L2 leur permettant de solliciter une autorisation de travail s'ils souhaitent exercer une activité sur le territoire américain. Michael, vous avez la green card? Oui. D'accord. Pas la citoyenneté encore. Et vous êtes arrivé avec un visa de quel type? On va pas le dire. Ah bon. Pas de visa du tout. On a fait la procédure, enfin j'ai fait la procédure quand j'étais sur place. Ça fait quand même 22 ans que je suis aux États-Unis, mais la green card, je ne l'ai que depuis 8 ans. Donc, d'accord. Calcul, voilà. Il y a eu le visa d'affaires est quand même quelque chose qui se fait énormément, où les gens voyagent énormément entre la France et les États-Unis. Le B1. Voilà. Non, mais même sans B1, à partir du moment où vous ne faites pas tellement d'affaires aux États-Unis, vous êtes juste en voyage d'affaires, vous pouvez faire le visa waiver. C'est le fameux. Voilà, qui vous donne 90 jours. Je ne le recommande pas parce que j'ai beaucoup de personnes en ce moment qui font la même chose et qui se font attraper à l'aéroport en deuxième inspection. Quand ils voient un pattern qui est quand même assez régulier aller-retour, ils ont quand même tendance à être beaucoup plus drastiques. Vaut mieux aller avec un visa touristique alors. Si vous allez rester plus longtemps, oui, mais à partir du moment où vous allez vraiment juste pour des raisons touristiques, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous, Jérémy, de toute manière, vous y allez ponctuellement voir... régulièrement, oui, pour l'immobilier. Mais avec un visa touristique. Un visa touristique, tout à fait. Vous aviez vous aviez envie d'ajouter quelque chose à propos des visas. Je vais vous laisser le faire très vite parce qu'après, on me demande de conclure. D'accord, très rapidement. Alors en France, évidemment, le mariage gay est très récent et il y a quand même une image aux États-Unis qui dit le système fédéral ne reconnaît pas le mariage gay. C'est complètement faux. Les 18 États aux États-Unis qui reconnaissent le mariage gay. Donc, si vous avez un Américain qui marie un Français dans un de ces États, le système fédéral, donc au niveau de l'immigration, le reconnaîtra. Donc, c'est très, très important parce que ça peut changer pas mal de choses pour les gens qui veulent immigrer aux États-Unis. Ouais. Absolument. Merci à tous les deux. Merci. J'espère que vous aurez envie d'aller vous installer à Orlando. En tout cas, moi, ça me tente.